Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de la Gen Z. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en école de commerce et conférencière en entreprise. Donc je réfléchis beaucoup et je travaille sur les ados et les jeunes qui appartiennent à cette génération-là, qui sont nés après 1995, qu'on appelle les digital natives. Voilà, tous ceux qui sont nés pendant la 4e révolution numérique. Et on tend à avoir beaucoup de stéréotypes quand on parle de la jeunesse aujourd'hui. Ils remettent en cause l'autorité, ils sont rebelles, ils n'ont pas forcément envie de travailler, ils sont tout le temps sur le digital. C'est compliqué de les comprendre d'un point de vue de la consommation, mais aussi d'un point de vue du rapport au travail. Il y a pas mal aussi de contradictions quand on parle de cette nouvelle génération. Ils sont rebelles et pourtant peut-être qu'il faut se questionner sur le rapport à l'autorité. C'est quoi? Est-ce qu'on est passé d'une autorité de fait à une autorité relationnelle? On dit qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone portable et pourtant ils ont besoin de liens sociaux. La communauté fait vivre. On dit qu'ils remettent en cause cette notion d'engagement et de fidélité. Mais c'est quoi la fidélité aujourd'hui et l'engagement? Est-ce qu'il y a toujours un engagement? La réponse est oui. On verra, on en reparlera. On passe d'un engagement et d'une fidélité à l'entreprise, à l'enseigne, à une fidélité sociale, voire collaborative. Donc en fait, on se pose énormément de questions. Et l'objectif justement de cet échange et de cette présentation est de vous parler de la génération Z comme la génération peut-être un peu première fois. Alors, qui ils sont? On connaît la génération des baby-boomers, la génération X, la génération des millenniums, tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans, qui ne sont pas nés avec le numérique, mais qui ont grandi avec le numérique, les digital migrants. Et puis les Z, voilà, ceux qui... moi, je les étudie à partir de la 6e. Voilà, ces adolescents, collégiens, lycéens, ces étudiants, ces apprentis, ces jeunes qui sont en train de rentrer dans le monde du travail et qui nous questionnent. Et on sait bien que... rien ne sert de rompre le dialogue avec eux, sinon on n'arrivera à rien. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir peut-être un peu de hauteur, de prendre du recul sur tous les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir pour véritablement comprendre cette nouvelle génération. Donc je l'appelle la première génération première fois. Alors peut-être que je parle à tout le monde, alors les jeunes ne vont pas connaître, mais les anciens oui. Si je fais référence à Jeanne Masse, toute première fois, pour moi c'est la première génération numérique. C'est la première génération omnisciente, c'est la première génération post-matérialiste, c'est la première génération miroir, c'est la première génération activiste. On va décoder tout ça ensemble pour comprendre les jeunes d'un point de vue sociétal, pour mieux comprendre leur rapport à la consommation et demain mieux comprendre aussi, même si c'est assez rapide cette présentation-là, mais on comprendra mieux leur rapport aussi au travail et à l'entreprise. Alors on commence. Très généralement, on parle de première génération numérique, alors que la génération des adolescents d'avant réclamait leur ordinateur fixe ou leur ordinateur portable. La génération Z réclame son propre smartphone pour être connecté tout le temps avec leurs copains. C'est comme si le smartphone était un peu une extension d'eux-mêmes. C'est comme si le smartphone était un peu un doudou numérique. Peut-être qu'il y a un manque affectif à la maison, j'en sais rien. Je ne suis pas psychologue pour analyser ça, mais en tout cas, le smartphone fait partie intégrante de leur vie. Avant, on attendait le lycée, puis la 6e. C'est comme si la 6e était un peu un rite de passage où l'enfant gagne en autonomie, en processus d'autonomisation, et le smartphone va faire partie, en tout cas, de ces micro-rites qui va le construire en termes de consommation, puisque dans notre société occidentale, on a perdu les fameux rites de passage, le service militaire, le baccalauréat, c'est compliqué. Donc en fait, les jeunes aujourd'hui vont rechercher dans la consommation des moyens de se construire. Le smartphone en fait partie. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres pour l'école primaire. Le pourcentage de jeunes aujourd'hui, d'enfants à 10 ans qui ont un smartphone, on arrive aujourd'hui à peu près à 40% des enfants en CM1 qui ont un téléphone portable. Alors je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur, bien évidemment, mais la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'usage qu'on en fait? On parle même aujourd'hui de nouvelles formes d'addiction et de dépendance, la nomophobie, la phobie de ne pas avoir à portée de main son téléphone portable. 45% des jeunes aujourd'hui dorment avec un smartphone dans leur chambre. Donc les parents ont aussi un devoir d'exemplarité. Si les jeunes sont sur leur téléphone, bien évidemment, c'est pour avoir accès 24 heures sur 24 aux réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, BeReal. Aujourd'hui, en marketing, on les connaît bien. Et même dans le domaine de la RH, on travaille sa marque employeur à travers aussi les mêmes langages et le monde en réseau. Donc le rapport au temps est complètement différent. On est passé à un rapport au temps qui était avant linéaire, à un rapport au temps aujourd'hui qui est circulaire, où l'important c'est l'instant présent. Première génération miroir. Quand je parle de miroir, ça veut dire quoi? Comment les jeunes aujourd'hui construisent leur identité?
personnel, social. On voit que la consommation n'est plus une fin en soi. La consommation aujourd'hui est devenue un moyen un moyen de s'exprimer, un moyen de se construire, un moyen de réaffirmer son identité. Et les jeunes vont rechercher des marques qui vont permettre également de répondre à ces besoins existentiels, à ces besoins symboliques et à leur construction identitaire. Si on prend des marques comme voilà, Nike, Adidas, on va raconter une histoire à ces jeunes. Donc il faut aller aussi voilà, sur la personnalisation, sur le storytelling. J'avais échangé avec le directeur marketing de Lego dans le cadre d'un de mes ouvrages qui me dit, voilà, nous, l'objectif, c'est de raconter une vision à 360 degrés, de raconter une histoire au-delà du jouet avec notre marque Lego. Donc le bien, c'est bien, mais ce qui est important pour eux, c'est le lien. Et quand on parle de lien, on parle de génération post-matérialiste. Alors là aussi, il y a des contradictions. On nous dit, oui, les jeunes sont matérialistes, ils ont besoin des marques sans cesse pour se construire. Ça, c'est vrai au moment de l'adolescence et au moment voilà, du collège, où on est beaucoup dans une recherche de conformité via l'usage des marques. Mais moi, je dis souvent, c'est pas ça qui est tant important pour les jeunes aujourd'hui. C'est pas tant la possession, c'est pas tant l'avoir, mais c'est l'être. Avoir des biens, voilà, posséder des marques, pour avant tout partager, être dans le lien, appartenir à une communauté. Donc le lien est plus important que le bien. Et quand je parle de génération post-matérialiste, on voit aujourd'hui que les jeunes vont rechercher surtout de l'expérience dans l'acte d'achat, dans l'acte de la consommation. Et on peut donc se questionner sur le phénomène de fidélité et d'engagement. Est-ce que la fidélité existe toujours? C'est quoi ce rapport à la fidélité et à l'engagement aujourd'hui? On voit que 70% des jeunes se déclarent peu attractifs aux fidélités transactionnelles, les cadeaux, les baux de réduction, etc. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller sur des motivations qui ne sont plus extrinsèques, mais qui sont véritablement intrinsèques, en allant sur l'humain, en allant sur le social. J'ai mené aussi une étude auprès de 3500 jeunes, et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui fait que demain, tu seras toujours fidèle à cette entreprise-là, plutôt dans le rapport au travail? Ils m'ont répondu, pour 75% d'entre eux, pour l'esprit d'équipe. Donc si les jeunes restent, c'est avant tout parce que voilà, on les nourrit dans l'esprit d'équipe et c'est avant tout pour l'autre, mais c'est pas forcément pour voilà, l'entreprise. Donc même les grosses boîtes du CAC 40 avec lesquelles je travaille se disent on a même des problèmes. Voilà, la notoriété aujourd'hui, ce ne suffit plus. Pour engager, pour fidéliser, il faut aller sur la fidélité sociale, voire collaborative. Donc il faut se questionner également sur qui je vais fidéliser. Est-ce que je fidélise l'individu ou est-ce que je fidélise plutôt le groupe et la communauté? Et derrière ça, on va bien comprendre que le processus d'engagement n'est pas le même. Allons sur, voilà, sur l'existentiel, sur la communauté, sur des achats groupés, sur des événements groupés. Allons aussi sur le seconde main. Qu'est-ce qui fonctionne bien, justement, chez Vinted et dans le seconde main? C'est pas tant, bien évidemment, la motivation écologique, la motivation économique, avoir des biens à moindre coût, mais c'est aussi faire du lien, se construire une communauté. Et on voit à peu près aujourd'hui que 40% des jeunes échangent constamment via, cherchent à acheter et revendre sur les réseaux seconde main. Génération omnisciente. Là, on peut se poser la question sur le rapport à l'information, le rapport à la connaissance. Où on en est aujourd'hui? Souvent, je dis, ce fameux mythe du Robinson Crusoe qui arrivait à s'en sortir sur son île déserte grâce à ses connaissances en botanique, en mathématiques, en biologie. Depuis 2006, avec la sortie du film Castaway, on voit qu'on est en train de remettre en cause ce mythe de Robinson Crusoe qui aujourd'hui arrive à s'en sortir sur son île déserte grâce à sa connexion à Internet et grâce à son smartphone. Aujourd'hui, le jeune est en train de remettre en cause ce rapport à la connaissance, ou plutôt à l'information, pas la connaissance, plutôt à l'information, en disant « mais moi, j'ai accès à l'information tout le temps, à portée d'écran, à portée de clic, via mon téléphone portable ». Alors attention, ils ont beaucoup de mal à prendre du recul sur l'information recherchée, mais ils sont très rapides pour rechercher de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les jeunes, ils ont donc besoin de se sentir coacteurs. On parle non plus d'un consommateur, mais d'un producteur. Le besoin d'être acteur et le besoin d'être producteur et consommateur dans le processus d'achat. 66% des jeunes déclarent vouloir co-créer et participer au processus de co-création des produits, des idées, des valeurs, des services. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, allons sur des campagnes de User Generated Content, proposons des ateliers créatifs,
Co-construisons avec nos collaborateurs, allons sur des campagnes de crowdsourcing. C'est des choses qui marchent très bien et on sait très bien que les jeunes sont extrêmement aussi créatifs. Si on prend la dernière campagne de Crunch, ils ont voulu innover sur leur image voilà, un peu vieillissante et routinière de leur marque. Ils ont donc fait appel à des adolescents en leur demandant de réfléchir et de créer leur campagne de communication avec derrière voilà, une espèce de challenge. C'est des choses qui marchent plutôt bien. Et puis, on peut également parler de première génération postmoderne. C'est quoi la postmodernité? Là, on va se questionner sur le rapport à l'autorité. Alors, voilà, je vois dans la salle, il y a plein de générations différentes. Vous allez me dire, on a tous remis en cause à un moment l'autorité de nos parents dans notre vie, qui n'est pas propre à la génération Z. Je suis d'accord, ça c'est clair. Mais ce qui est propre à la société actuelle dans laquelle on vit, c'est que les jeunes tendent à remettre en cause l'autorité des anciens, l'autorité des parents, l'autorité de l'école, des institutions, de l'État, de la religion, de l'Église, des journalistes, du gouvernement. Puisque pour eux, une des sources d'autorité, c'est Internet. Donc ils remettent en cause l'autorité justement de l'expérience et des anciens. Et souvent ce que je dis, c'est qu'on est face à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que le porteur d'autorité soit crédible aujourd'hui, pour un jeune, ce n'est pas forcément celui qui a voilà, le plus de statut, c'est celui qui a le plus de diplômes, c'est celui qui est le plus âgé. Il va se dire non mais attends, face à l'obsolescence des connaissances, est-ce que je me présente encore comme ça? Ok, Jean-Marc, promo 85, INSEAD, mon délire ou quoi? À quoi ça sert d'avoir un bac plus 5, un bac plus 10, un bac plus 8? Sachant que 65% des élèves en CE2 feront des métiers qui n'existent pas encore demain. Ils se disent même parfois, les jeunes, mais à quoi ça sert l'école? On a quand même 80% des jeunes aujourd'hui qui ont entre 12 et 15 ans qui se questionnent sur le rôle de l'école. Donc voilà, donc là, on sort même dans le domaine du marketing. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de génération postmoderne, on peut se poser la question de la posture. Quelle doit être la posture du vendeur? Est-ce qu'on parle encore de vendeur aujourd'hui? Voilà, de coach co-créateur, de coach expérientiel. Quelles doivent être les compétences que l'on doit développer au-delà des hard skills? Donc ce qu'on appelle les soft skills, les math skills qui sont propres à la personnalité, qui sont propres à des connaissances ou des compétences plutôt humaines, l'empathie, le fait d'être capable d'écouter l'autre, de se mettre à la place. Et c'est des compétences que les jeunes recherchent aussi dans leur futur manager. C'est extrêmement important. On parle également de génération activiste. Alors là, on bouge. Voilà. Depuis la crise de la Covid-19, c'est vrai que la crise de la Covid-19 est venue réveiller un certain nombre de questionnements liés à la RSE. Avant, on ne se posait pas toutes ces questions-là. Quand je parle de RSE, ce n'est pas tout ce qui est propre uniquement à l'environnement, mais c'est aussi au social, au sociétal, à la diversité, à l'inclusion. On a quand même à peu près 35% des jeunes qui se déclarent être éco-anxieux de vivre dans la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. L'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie. C'est cette anxiété de se dire, mais qu'est-ce que je vais laisser demain à mes enfants quand je vois la planète dans laquelle on vit aujourd'hui? Et puis parfois, ils se sentent aussi comme une génération sacrifiée, oubliée, en disant les anciennes générations, vous avez aussi profité d'un certain nombre de choses, et nous, qu'est-ce qui va nous rester? Est-ce que vous connaissez le pourcentage de jeunes aujourd'hui qui se disent, je ne sais pas si demain, j'ai envie d'avoir des enfants? 1 jeune sur 3. Il y a pas mal d'articles en ce moment sur la baisse de la natalité, pourquoi les jeunes n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants. Alors bien évidemment, il y a aussi le contexte socio-économique, le besoin de liberté. Voilà, mais cette éco-anxiété qui est là aussi et qui est une forme d'angoisse liée au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que quand on demande aux jeunes, tu sais ce que c'est être une entreprise à mission? 85% des jeunes savent ce que c'est, contre à peu près 35% des Français. Pour eux, c'est très clair. Être une entreprise à mission, on connaît ce que ça veut dire, être aligné avec les valeurs, avoir des véritables actions. Ça, c'est quelque chose de clair. Et quand on leur demande aussi quelles sont les marques que tu es prêt demain à acheter, 75% des jeunes nous déclarent « J'ai besoin de rechercher des marques alignées avec mes valeurs. J'ai besoin de rejoindre une entreprise en cohérence avec mes valeurs. » Voilà. Et donc, même si l'entreprise est une PME, on ne travaille pas encore là-dessus, j'ai envie en tout cas de participer à des événements. Regardez par exemple Nestlé. Nestlé, ils ont mis en œuvre un collectif de jeunes uniquement sur les questions liées à la RSE, en disant les jeunes ont quand même plus de compétences que nous dans 3 domaines, les langues, le digital et toutes les questions liées à la RSE. Alors, pourquoi ne pas aussi leur laisser la voix d'être protagonistes sur ces questions-là?
Alors, quel est le futur impact? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question quand on parle de la jeunesse, de l'impact que cela peut avoir en termes de consommation? Passons d'une logique transactionnelle à une logique expérientielle. Dépassons justement le produit, le service pour aller sur l'expérience. On voit bien que c'est ça qu'ils recherchent, à la fois dans l'entreprise comme dans la consommation. Essayons d'aller sur l'omnicanalité fluide et ne pas voir justement la séparation entre les différents canaux de distribution. On le voit encore aujourd'hui dans certaines enseignes. Transformer les clients en ambassadeurs de la marque employeur. Regardez ce qu'a fait par exemple Urban Outfitters, qui était une des premières marques à avoir fait cela en termes d'engagement, où les jeunes étaient véritablement ambassadeurs de la marque employeur en participant et en co-créant au processus d'engagement et de fidélité. Allons sur ce pouvoir de co-création avec la communauté. Ils ont envie, et ils disent d'ailleurs, des fois on en a marre d'être écoutés, on a envie d'être protagoniste et d'être co-acteur et de participer. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans nos familles et dans notre société occidentale, regardons la relation qu'on a avec nos enfants. Les enfants aujourd'hui sont davantage acteurs. Ils participent parfois au choix des produits qu'ils vont consommer au petit déjeuner, au choix de la future voiture, des vacances, etc., etc. Et ils sont heureux d'y participer. Alors cette communication non violente, etc., on en entend beaucoup parler, il y a des plus et il y a des moins, mais on met fin à cette obéissance exacerbée du père de famille qui, on claquait des doigts et l'enfant obéissait. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. Et donc, ce besoin de participer, c'est quelque chose véritablement qu'on retrouve, et moi je le vois aussi véritablement avec mes étudiants. Former des équipes avec une nouvelle forme d'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité est toujours important. On n'a jamais eu autant besoin de cadres à l'heure actuelle, face à des jeunes qui sont même inquiets par rapport à leur avenir et qui ne savent pas. Et ils ont besoin même d'un manager coach, d'un vendeur coach. Et d'un vendeur aussi qui soit physique et qui soit là présent. C'est véritablement le figital. On est passé d'une autorité de fait à une autorité, je dirais, relationnelle. On est dans la culture de l'expérimentation, l'essai, l'erreur, le coaching, le feedback positif comme négatif. Et puis, intégrons le sens et le bien-être comme levier de performance. On a énormément parlé de la QVT, la qualité de vie au travail, et aujourd'hui, on voit que l'important, c'est de contribuer au bien-être aussi des collaborateurs, à la fois dans la consommation comme dans l'entreprise. Et l'entreprise est devenue non plus uniquement un lieu de travail, mais un lieu de vie. Alors, je pourrais faire toute une conférence sur la santé mentale, etc. Là, on n'a pas le temps, aujourd'hui. Mais c'est vraiment des questions qui sont extrêmement aujourd'hui aussi intéressantes et importantes pour cette génération-là, où on a à peu près un jeune sur deux qui se déclare être en mauvaise santé mentale aujourd'hui, avec des taux d'absentéisme qui sont particulièrement forts, à la fois pour les seniors comme pour les jeunes. Et donc, ce besoin de consommer, d'acheter des produits en adéquation avec ses valeurs, de rejoindre des entreprises qui correspondent à ça, c'est un besoin qui est vraiment fort et qu'on retrouve en termes d'aspiration forte auprès de la nouvelle génération. Alors, en 2030, la génération Z va représenter un tiers de la population active mondiale. On n'a plus le choix de les écouter, de les comprendre, d'avancer ensemble. Je dirais même qu'on n'est pas uniquement sur la Gen Z, on est même sur l'intergénérationnel. Travaillons ensemble, comment faire du lien avec ces différentes générations. Et je vais vous montrer une vidéo humoristique que vous connaissez toutes et tous peut-être, Anne Romanoff, qui à un moment parle justement des jeunes et du rapport au travail. Et donc là, on pourra aussi se poser la question en disant, mais toutes les aspirations qu'on est en train de comprendre dans la société de consommation sont des véritables clés pour comprendre demain les jeunes et leur rapport au travail. Comment les recruter? Comment travailler sa marque employeur? Comment travailler les processus de onboarding, de offboarding? Quelle doit être la posture du manager de demain? Quel est le rapport à l'engagement? Est-ce que la notion de métier existe toujours? Voilà, on va même dépasser tout ça. Je vais vous montrer une vidéo humoristique qui est plutôt sympa, mais qui va parler en concret. Moi, mon expérience de la vie, c'est qu'il faut s'adapter à l'époque à laquelle on vit. C'est ce que j'essaye de faire, que Jean-Claude, mon mari, pas du tout. Lui, déjà, physiquement, il se laisse complètement aller, il se laisse pousser la brioche, on voit plus la baguette. Puis il arrête pas de râler, il dit oui, en boucherie, on n'arrive plus à recruter, les jeunes de maintenant, ils veulent plus travailler. J'ai dit non, Jean-Claude, c'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils demandent juste d'arriver moins tôt le matin, à repartir moins tard le soir et à être payés beaucoup, beaucoup plus. Nous, c'est parce qu'on n'avait pas l'idée, mais au final, ils sont plus intelligents que nous. Non, mais c'est vrai qu'en entretien d'embauche à la boucherie, on me pose des questions qu'on posait pas avant. L'autre coup, il y en a, il me demande, est-ce que vous avez un espace détente?
J'ai dit, bah on a les WC. Sinon, il y a la chambre froide, mais c'est pas chauffé, quoi. Une autre, elle me demande, j'aimerais savoir quelle est la politique de management de votre entreprise. J'ai dit, la politique de management, bah Jean-Claude, il gueule, puis... Moi, derrière, j'arrondis les angles. Hein. Et il y en a un, j'étais au bord de l'embaucher, il me dit, madame, j'ai une dernière question. Est-ce que ça vous pose un problème si les lundis et les vendredis, je prends 2 jours en télétravail? Bah, j'ai dit, découper une côte de bœuf en Zoom, ça va pas être évident. Hein. Donc on voit bien que la génération Z n'est pas un sujet uniquement marketing, c'est devenu aussi un modèle économique. Et donc là, quand on regarde dans la société de consommation toutes les valeurs liées à la postmodernité, c'est ce qui fait avancer notre société, l'hédonisme, le besoin justement de se faire plaisir, l'immédiateté. On est passé d'une société pressée à une société de l'immédiateté, avec justement l'intelligence artificielle, la digitalisation, l'inventivité. Aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui ont besoin d'être coacteurs. Le tribalisme, c'est quoi? C'est cette fameuse communauté. Le lien importe plus que le bien, le lien social. L'interconnexion permanente qui est en train de remettre en cause justement ce fameux rapport à l'autorité. On fonctionne dans un modèle qui est beaucoup plus agile, dans un modèle en réseau. L'éthique, qui est extrêmement important si on reprend justement les propos de Lipovitsky. Donc là, je reprends toutes les grandes valeurs de la postmodernité. C'est ce que l'on va retrouver également demain et aujourd'hui dans notre rapport au travail. Alors on peut se poser la question, sommes-nous prêts pour la génération Z? Serons-nous encore là si nous ne changeons pas maintenant? Vous avez bien compris que non, on est obligé de s'adapter, il faut avancer ensemble. Et je vous remercie pour votre attention et j'ai remis mon QR code si vous voulez avoir accès à mon site internet avec podcast, interview, enfin vous pouvez avoir plus de connaissances sur ce sujet. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions pour échanger. Merci. J'avais juste une question sur la volonté de créer de cette génération. C'est un verbe que vous avez beaucoup utilisé. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une aspiration profonde de cette génération ou est-ce que vous pensez parfois qu'il n'y a pas une injonction à créer avec beaucoup de plateformes qui finalement demandent de se mettre dans une posture de créateur? Donc, est-ce que pour vous, c'est une aspiration profonde ou est-ce que c'est une aspiration qui est le fait de cette demande de beaucoup de plateformes aujourd'hui? Oui, votre question est intéressante. Alors après, bien évidemment, ça dépend de la personnalité de chacun. C'est clair qu'aujourd'hui, on utilise des plateformes et il y avait un article qui vient de sortir là, hier dans Le Monde justement sur Vinted. En montrant que y a des jeunes qui deviennent des petits créateurs et entrepreneurs très facilement et parfois ils le font pas forcément bien avec fraude, etc. Bon bref, mais c'est clair que ce processus-là va venir accélérer cette volonté d'entreprendre un petit peu facile. Mais moi je vois avec les étudiants, aujourd'hui on a beaucoup plus d'étudiants qui ont envie de créer. On crée aussi des parcours liés à l'entrepreneuriat qu'on n'avait pas forcément avant, parce qu'avant on disait aller finir tes études, etc. Alors qu'aujourd'hui ils nous disent nous on a envie de le faire maintenant parce qu'ils sont dans un rapport au temps qui est complètement différent. Et l'instant présent, c'est important pour eux que quand ils ont quelque chose à faire, ils ont envie. Mais on va être plutôt aussi dans des formes d'entrepreneuriat qui vont être différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un jeune ne va pas forcément créer seul, il a besoin de créer avec des copains. Donc voilà, on va être sur aussi ce mode de fonctionnement qui est différent. On va être aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat social. On a un retour aussi au local, donc on voit qu'on avait moins ça avant. C'est des choses que l'on retrouve. Après, on ne peut pas non plus faire de généralité. Pareil, quand je parlais de génération Z, il y a une pluralité de jeunes. Il y a des différences parmi les jeunes selon le milieu social, selon le fait d'habiter en ville, à la campagne, le milieu, la culture d'appartenance. Il y a plein de différences. Donc c'est clair que les réseaux sociaux peuvent donner cette injonction où, pareil, au niveau de l'apparence physique, il faut être parfait, il faut suivre ce qui est en train de se faire. Voilà. Mais après, quand on est véritablement créateur lié à l'entreprise, là, on va plus loin. Et puis après, quand on demande aussi aux jeunes, ça c'est intéressant, je leur ai posé la question, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Un jeune sur deux nous disent, j'ai envie d'être entrepreneur. Mais le terme d'entrepreneuriat n'a pas la même signification pour les jeunes d'aujourd'hui et l'ancienne époque. Pour eux, être entrepreneur, c'est aussi travailler en mode mission, avoir une certaine liberté, que mon manager soit ouvert. Et donc, il faut faire attention aussi aux termes qu'on peut employer liés à l'entrepreneuriat.
Merci, c'était très clair, super intéressant. Sur ce que vous avez cité sur le rapprochement aux valeurs d'une entreprise ou d'une marque, j'ai l'impression de constater une forme de dualité, puisque finalement, si vous regardez par exemple sur les plateformes chinoises, je ne pense pas que ça corresponde à leurs valeurs. Pourtant, voilà, il y a Temu, Shein, etc. sont très très utilisés par les jeunes. TikTok Shop, peut-être par les entrepreneurs, mais du coup, c'est un peu schizophrène quelque part, non ? Complètement. Alors après, c'est toute l'ambivalence de l'être humain. Et quand on parle aussi de cette génération-là, c'est clair qu'il y a énormément de contradictions. Et après, il faut les dépasser. Alors, bien évidemment, quand ils le disent aussi, quand on va sur Shein ou sur la fast fashion, c'est parce que derrière, la première motivation, c'est la motivation écologique. Avoir accès à des produits à moindre coût, facile, etc. Mais quand on veut aller plus loin, alors certains, on a aussi des jeunes qui, alors au moment de l'adolescence, on ne gagne pas forcément de l'argent, ils vont aller là-dessus. Mais derrière, c'est vrai que c'est bizarre. Parfois, on va les voir en termes de conformité avec les mêmes produits. Et puis dans la rue, ils vont aller manifester contre, pour l'empreinte carbone, etc., etc. Donc bien évidemment, il y a des contradictions. Je pense que l'injonction au départ, c'est cette notion à l'argent et à l'économie qui fait que je peux avoir quand même ce produit à moindre coût, donc je vais quand même le prendre. Mais par contre, pour aller plus loin, est-ce que je suis prête à travailler dans cette entreprise-là ou à consommer plus ? C'est peut-être là qu'il y a plus une différence. Et pour eux, on voyait moins ça avant, mais on le voit plus aujourd'hui. Et moi, je le vois aussi avec mes étudiants. Alors après, c'est pas forcément représentatif, mais en école de commerce, ils sont vraiment intéressés pour travailler non pas uniquement que sur des gros groupes, mais sur des PME, sur des PMI, des entreprises qu'ils ne connaissent pas forcément, auxquelles ils vont pouvoir apporter quelque chose. Et ils sont aussi beaucoup intéressés sur des projets liés à la diversité, à l'inclusion. Et s'ils peuvent donner le pied à l'étrier en disant, peut-être qu'ils ne sont pas là-dessus, mais nous, est-ce qu'on va pouvoir les aider là-dessus ? C'est des sujets qui les intéressent fortement. Merci à vous. Bonne continuation, au plaisir.